Sauvé. Mais, cher papa Clausen, je vous le certifie pour la 3e fois, votre fille ne s'est pas présentée chez nous. Nous serions tous heureux s'il en était autrement. Il faut absolument que je la trouve, c'est mon enfant. Le vieux Clausen, courbé par le chagrin et les soucis, se dirige d'un pas hésitant vers la porte. Avant de partir pour de bon, il se retourne une dernière fois. Lentement, il profère ces paroles. « Mademoiselle, je reviendrai demain. J'ai l'impression que c'est demain que je retrouverai Léonie. » Faites comme vous pensez, papa Clausen. Vous le savez bien, nous sommes de cœur avec vous. Le vieux acquiesce d'un signe de tête. Sa tête, aux cheveux blancs, se courbe encore davantage lorsqu'il a fermé la porte derrière lui et qu'il longe lentement le long couloir de l'office de la santé. Il y a 3 jours, il est arrivé à Hambourg pour se mettre à la recherche de son enfant, de sa Léonie. Une convocation de l'office de la santé, envoyée au domicile paternel, l'a mis sur la piste de sa fille. Depuis 3 jours, il se présente chaque matin au bureau de l'assistance aux personnes en danger dans le bâtiment de l'office de la santé et demande si sa fille ne s'est pas présentée. Jusqu'à présent, c'était toujours en vain. Ils ont eu, tous les 3, une belle vie de famille, aussi longtemps que sa femme, sa brave Christine, était en vie. Ils étaient heureux dans leur petite maison bien tranquille, là-bas, dans un coin perdu de la lande. Et puis, d'un coup, tout a changé. Après la mort subite de sa mère, Léonie voulut à tout prix aller en ville. Elle ne voulait plus se contenter de s'occuper du ménage de son vieux père. Ses amis lui dépeignaient la vie à Hambourg sous les couleurs les plus flatteuses. Il était si facile d'y faire de l'argent, si agréable d'y vivre. Et Léonie partit à Hambourg. Sur un coup de tête, elle quitta son vieux père. Une aimable voisine prit soin du solitaire, fit le ménage et la cuisine pour le vieux Clausen. Le facteur lui apportait des lettres pleines d'enthousiasme. Le vieux père les ouvrait, les mains tremblantes. Bien que Léonie lui décrivait la vie de la ville sous les plus belles couleurs, le vieux père ressentait un malaise. Se doutait-il que son enfant était en danger? Il se réfugia dans la prière. Chaque jour, il remettait son enfant à la miséricorde de Dieu. Les lettres se font plus rares, et elle finit par ne plus donner de nouvelles du tout. Qu'est-il advenu de ma Léonie? Que peut-elle bien fabriquer? Le cœur du père sent que son enfant est sur une mauvaise pente et pourtant il ne peut rien faire pour l'en préserver. Pour couvrir la voix de sa conscience, Léonie se laisse complètement gagner par l'agitation de la grande ville. Elle se complaît dans le péché et voltige comme un papillon dans la lumière intense sans se rendre compte qu'elle se brûle, cœur et âme, au contact du vice. Pourquoi se fatiguer à faire un travail désagréable si l'on peut faire fortune plus facilement? Elle qui rêvait au début du parfait amour et qui, déçue, a papillonné de l'un à l'autre, la voilà maintenant à un coin de rue du quartier malfamé de la grande ville. Elle est devenue une de ces filles qui s'avilissent pour un salaire de péché. Et à la maison, le vieux père lutte pour le salut de son âme. La maladie liée à son vice laisse visiblement ses traces sur son corps. Dénoncée par un client, elle doit se présenter à l'office de la santé. Comme elle est encore mineure, on la dirige sur un centre d'éducation surveillée où elle doit recevoir des soins. Elle tempête, se révolte, et c'est ainsi que j'apprends à connaître Léonie. Je suis bouleversé en prenant note de ses antécédents. Doucement, je pose ma main sur la sienne. « Léonie, et votre vieux père ?» Fronçant les sourcils, elle hausse les épaules d'un air pincé. En hâte, elle sort de son sac, à main poudrier et rouge à lèvres, et se met sans gêne à se maquiller devant moi. Elle ne remarque pas qu'une lettre est tombée de son sac.
Quelque chose me retient de la ramasser, d'autant plus qu'elle a glissé sous le bureau. Elle essaye de me résister, même physiquement, quand je la conduis dans sa petite chambre à l'infirmerie et que je lui pose sur le lit les effets gris que l'on porte au centre ainsi que les grossiers sous-vêtements de lin. Avec un air de défi, elle s'assied sur le bord de son lit et fait comme si elle ne me voyait pas. Il serait de mon devoir de l'enfermer maintenant et de l'abandonner à son sort. « Léonie, je suis toujours là si vous avez besoin de moi. » Je lui passe la main sur les cheveux et je la laisse seule. Un regard moqueur rencontre le mien. Je peux quitter le service pendant quelques instants. J'ai envie d'être seul. Alors, soudain, je me souviens de la lettre qui est tombée sous le bureau. Je me précipite dans la pièce et sors avec un peu d'effort la lettre de dessous le meuble. Avant de lire la lettre, je recommande Léonie au Seigneur. Et mon cœur devient calme et confiant. Ensuite, je lis la lettre du Père à son enfant perdu. C'est une lettre pleine d'amour. J'ai une grande paix lorsque je me rends dans la chambre de Léonie pour lui apporter la lettre de son père. Léonie, je l'ai lue. Elle est tombée du sac à main quand, tout à l'heure, vous y cherchiez vos affaires. Ses yeux m'examinent d'un regard critique comme au travers d'une fente. Mais pas de réponse. Soudain, elle saute du lit, me tourne le dos et se met à regarder par la fenêtre grillagée. Quel cadeau d'avoir un père qui prie pour vous, Léonie. Toujours pas de réponse. Et lorsque je la prie d'enfiler la tenue du centre et de se mettre au lit, elle empoigne les barreaux d'un geste désespéré, s'y cramponne avec violence et se met à crier comme une bête blessée à la chasse. Je veux sortir. Ici, je deviens folle. Et alors, la chose se produit. Avec un rire sardonique, elle me saisit et me lance de toutes ses forces, décuplées par la colère du désespoir, contre la paroi de la chambre. En tombant, j'ai dû me blesser, car le sang coule le long de mon bras. Léonie me fixe d'un regard affolé. « Cela, je ne voulais pas le faire, dit-elle à voix basse. « Oh, ce n'est pas si grave que cela, ai-je répondu évasivement. Pendant qu'elle tamponne et essuie mon bras avec son mouchoir à dentelle, je ressens dans mon cœur une profonde compassion pour elle. « Léonie, je vous aime. Je voudrais pouvoir vous aider. Venez, nous allons nous serrer les coudes pendant cette période difficile, et cela ne vous pèsera pas autant. D'accord ?» Léonie se jette sur son lit en sanglotant. Je la laisse seule et sors doucement de la chambre. Quand je viens la voir un peu plus tard, elle est couchée avec sa grossière chemise de nuit en lin. Le rouge a disparu de ses lèvres et de ses ongles. Je n'ai pas eu à le lui demander. Elle l'a fait de son propre chef. Combien cela me réjouit! Autrement, j'aurais dû la forcer de le faire, car le médecin ne tolère pas qu'on se présente devant lui ainsi maquillé. En me disant bonsoir, elle me tend timidement la main et me dit à voix basse « Je vous remercie ». C'était le premier pas de notre rapprochement. Les jours ont passé. Plus volontiers que je ne le pensais, elle s'accommodait de tout. Un soir, elle m'a demandé de prier avec elle. Je me suis mise à genoux devant son lit et je l'ai recommandée à la miséricorde de Dieu. Soir après soir, elle me fit la même requête, mais je ne pus savoir ce qui se passait en elle. Un soir, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Léonie avait disparu. Une infirmière l'avait envoyée faire des courses dans un autre service. Léonie avait profité de l'occasion pour filer. Dans l'obscurité, il était plus facile de fuir avec la tenue du centre que de jour. Cela m'a fait mal au cœur. Léonie avait-elle si bien su jouer la comédie? Je ne pouvais pas le croire. L'attrait du péché a dû être plus fort qu'elle. Pauvre Léonie. On a prévenu l'office de la santé. C'est de là qu'a dû partir la convocation envoyée au domicile paternel. Et de cette façon-là, elle était tombée entre les mains de son père.
Et le vieux père, qui depuis 2 ans n'avait plus eu de nouvelles de son enfant, se mit en route pour se rendre à l'office de la santé à Hambourg. Plusieurs jours s'écoulèrent. J'avais insisté pour qu'on laisse le lit de Léonie inoccupé. J'avais nettement l'impression qu'elle allait nous revenir. Et elle nous est revenue. Mais dans quelles circonstances ? 3 jours après sa disparition, on m'appelle au bureau de la surveillante. La police a appréhendé Léonie dans le quartier de Saint-Paul. On me prie d'aller la chercher là-bas, au poste de police. Mon cœur jubile. Au poste de police, on me demande si j'ose prendre le tramway avec elle ou si je préfère qu'on mette une voiture de police à notre disposition. Je fais confiance à Dieu pour que Léonie ne m'échappe pas à nouveau et dis devant elle que nous allions prendre le tramway. Nous nous faisons face. Léonie refuse de serrer la main que je lui tends et garde les yeux baissés. Habillée avec élégance, les lèvres et les ongles outrageusement fardés, elle se tient là, devant moi. « Venez, Léonie, je vous fais confiance, lui ai-je dit à l'oreille. Le commissaire insiste pour faire venir la voiture de police. Mais une fois seul dans la rue, je lui prends la main. Pendant l'espace d'1 seconde, je vois ses yeux briller. Puis son visage se fige. On voit qu'elle est de nouveau sur la défensive. Sans mot dire, nous sommes debout l'une à côté de l'autre sur la plateforme du tramway. Des regards masculins cherchent le sien, mais elle baisse les yeux et ne répond à aucun. Gare centrale, Schadendorf, vient-on d'annoncer. Que se passe-t-il ? Le regard de Léonie se fige de frayeur. Moi, je ne vois rien. D'un bond, elle saute du tramway sans réfléchir, je saute derrière elle. Je n'ai pas le temps de me servir de mon sifflet de police. Un cri perçant déchire l'atmosphère. Des pneus crissent sur la chaussée. Un homme s'effondre de l'autre côté de la rue. Léonie pousse un cri et se précipite vers lui. Sur son visage se lit l'épouvante. Je me hâte derrière elle. Tout cela n'est que l'affaire de quelques secondes. Cherche-t-elle de nouveau à s'enfuir ? Jouant des coudes, elle se fraye un passage à travers la foule qui s'assemble rapidement. Poussant un cri déchirant, elle se laisse tomber à côté du corps inanimé étendu sur la chaussée. « Papa ! Papa !» bredouille-t-elle. Les gens reculent. Léonie n'entend ni ne voit ce qui se passe autour d'elle. C'est son père qui, ce matin, s'est à nouveau mis en route pour l'office de la santé. Léonie ne cesse de caresser l'épaisse chevelure blanche du vieillard. Et voilà que, tout à coup, il ouvre les yeux. « Léonie, mon enfant, ma pauvre enfant, je savais qu'aujourd'hui je te trouverais. »« Papa, pardonne, pardonne-moi, dit Léonie en sanglotant. » Un silence impressionnant se fait au milieu du bruit de la grande ville, lorsque le vieux père joint ses mains autour de celles de son enfant et prie à haute voix. « Père céleste, pardonne mes fautes et celles de mon enfant. » Puis ses mains se relâchent et il perd connaissance. Apathique, Léonie se laisse relever lorsque l'ambulance s'arrête devant nous et qu'on y hisse avec précaution son vieux père. Nous montons aussi dans l'ambulance qui se dirige vers l'hôpital du port. Comment tout cela est-il arrivé ? Au moment précis où Léonie et moi nous passions en tramway, un camion a dû renverser le vieux père Clausen qui traversait la rue. Plus tard, l'assistante sociale de l'office de la santé me dit qu'il avait la ferme conviction que ce serait ce jour-là qu'il retrouverait son enfant. Mais dans quelles conditions ? Et pourtant, comme Dieu est fidèle. Pendant le trajet, le père Clausen a repris brièvement connaissance. Avec quel visage rayonnant il regardait Léonie. J'étais assise au pied du brancard et je priais. Je ne pouvais pas tout comprendre. Ce que les deux balbutiaient et bredouillaient, et d'ailleurs, je n'y tenais pas. Mais à un moment donné, j'entendis distinctement « Léonie, mon enfant, cherche Jésus et sa lumière, tout le reste ne t'aidera guère, et tout sera bien. » Au moment où nous franchissions le portail de l'hôpital,
son âme était arrivée chez celui à qui il avait confié son enfant. Léonie était profondément bouleversée et elle pendait sans force à mon bras. Lorsque nous sommes enfin arrivés à l'infirmerie de notre centre et qu'elle se fut couchée, épuisée dans son lit, on m'a assailli de questions. On s'était fait beaucoup de soucis pour nous parce que, d'après mon appel téléphonique du poste de police, nous aurions dû être de retour depuis un bon moment. Ce qui s'est passé nous a tous bouleversés et nous ne l'avons pas oublié de sitôt. Léonie a demandé un congé à la surveillante jusqu'après l'enterrement de son père. Je restai avec elle dans le petit village tranquille de la lande jusqu'à ce que toutes les démarches soient faites. Avec les voisins, nous avons conduit le vieux père Clausen à sa dernière demeure. En ces jours-là, Léonie s'est considérablement rapprochée de moi. Calme et courbée, mais pouvant dire « mes péchés me sont pardonnés », elle retourna d'elle-même chez nous au centre. Elle fut en bénédiction aux autres filles et femmes. Très rarement, j'ai vu une rupture aussi rapide et aussi totale avec le péché que chez Léonie. Quand elle fut complètement guérie, elle retourna dans son petit village, dans la lande. Plus tard, elle épousa un charpentier croyant et mit au monde 2 enfants bien portants. Léonie, un monument à la grâce de Dieu.